Vous êtes sur Télésud, bonjour et vous faites bien. Voici les principaux titres à la une de l'actualité de ce jeudi 1er juin. Au Sénégal, Ousmane Sonko a été condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse dans l'affaire de viol présumé. Le verdict est tombé il y a presque 1 heure. La condamnation de l'opposant intervient alors que se tient dans le pays un dialogue national rejeté par une partie de l'opposition. Après la suspension de la trêve humanitaire par l'armée soudanaise qui accuse les FSR de violer les accords de cessez-le-feu, les États-Unis se disent prêts à reprendre la médiation si et seulement si les belligérants se montrent sérieux. Et puis en fin d'édition, nous irons au Mali où le cinéaste Souleymane Cissé, de retour du festival de Cannes, a été accueilli en héros à l'aéroport de Bamako après avoir été lauréat du Carrosse d'Or. Rejeté par une partie de l'opposition dont Ousmane Sonko, le dialogue national proposé par le pouvoir au Sénégal a commencé hier. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le président Macky Sall en personne. Ce rendez-vous crucial qui devrait permettre à la classe politique sénégalaise d'aplanir les points de divergence intervient dans un climat de tension dans le pays. Soukaina Skali Sall. Face au brouhaha médiatique qui entoure le président sénégalais Macky Sall, opte pour le dialogue. Mercredi, le chef de l'État sénégalais a ouvert un dialogue national censé permettre de répondre à toutes les questions et apaiser les tensions. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de sujet interdit. Ce dialogue doit marquer notre engagement individuel et collectif de raviver les valeurs qui fondent notre vivre ensemble dans la paix. Côté opposition, ce dialogue dérange pour ne pas dire qu'il est taxé de faux dialogue, alors que la principale coalition d'opposition, Yewwi Askan Wi, a déclaré son rejet catégorique. Le parti de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, a annoncé participer à ce dialogue, mais son successeur à la mairie de Dakar, Barthélémy Dias, refuse d'y être. Il exige que la question de la participation de Macky Sall à la présidentielle de 2024 soit retirée des sujets de discussion, une position qui tranche avec celle de son prédécesseur et membre de l'opposition. Monsieur le Président, je suis membre de l'opposition que vous dites radicale. La question du 3e mandat et la participation de tous les candidats à la prochaine élection présidentielle doivent être au menu de cette rencontre, de même que la question des parrainages. L'ouverture de ce dialogue national coïncide avec le délibéré du procès de Ousmane Sonko et candidat déclaré à la présidentielle. Ce jeudi, les juges doivent décider du sort du principal opposant de Macky Sall dans l'affaire du viol présumé. Comme je vous le disais en titre, l'opposant Ousmane Sonko a été condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Le verdict est tombé ce jeudi. Le parquet avait requis 10 ans de réclusion criminelle pour viol ou 5 ans de prison pour le délit de corruption de la jeunesse. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. À quand la cessation des combats au Soudan? La question est, depuis le début des hostilités en avril, une préoccupation internationale. Les nombreux accords comme le dernier qui devrait permettre d'acheminer de l'aide humanitaire aux populations en difficulté dans le pays a été suspendu mercredi par l'armée qui accuse les FSR de ne rien respecter. Soukaina Skali Sall pour les explications. Les signes d'un apaisement de la situation au Soudan se font rares. Mercredi, l'armée soudanaise a annoncé suspendre sa participation aux discussions organisées depuis mai par les États-Unis et l'Arabie saoudite. Une annonce qui intervient 48 heures après l'extension de la trêve convenue avec les forces de soutien rapide. Selon une source du gouvernement soudanais, l'armée a pris cette décision parce que les rebelles n'ont jamais appliqué un des points de l'accord de trêve temporaire qui prévoit leur retrait des hôpitaux et des maisons. À Khartoum, à cause de la guerre et les violations du cessez-le-feu, je me tiens ici pour appeler à l'aide et la compassion pour sauver plus de 300 enfants qui souffrent de malnutrition, d'aide médicale.
Pourtant, mercredi, le ministère de la Santé a annoncé la fermeture de 9 hôpitaux d'Al Jazeera, l'État qui borde Khartoum au sud et accueille des dizaines de milliers de familles déplacées. Nous sommes très soucieux de la sécurité et de la tranquillité de tous nos concitoyens. C'est notre priorité dans notre politique. Chaque fois qu'il y a une chance de prolonger le cessez-le-feu, nous n'allons pas hésiter une seconde, mais malheureusement, nous nous sommes mis d'accord une première fois, une deuxième fois, 5 fois. Chaque lendemain, la force rebelle violait le cessez-le-feu et commettait les violations. Cette trêve prolongée lundi, mais déjà violée, devait permettre l'acheminement de l'aide humanitaire dans le pays où la famine menace. Si l'armée a dit se retirer des négociations à Jeddah, rien ne permet cependant de dire que les discussions sont dans l'impasse. Pendant ce temps, à Addis Abeba, des représentants de l'Union africaine, des Nations unies, de la Ligue arabe, de l'Union européenne, du bloc régional est-africain IGAD et des pays voisins du Soudan se réunissent pour discuter des prochaines étapes concernant la situation dans le pays, y compris la mise en œuvre de la feuille de route de l'Union africaine pour la résolution du conflit. Vous l'avez compris, c'était plutôt un récit de Ahmed Paraiso. Malgré la suspension de la trêve qui n'a d'ailleurs jamais été respectée par les parties prenantes au conflit, les États-Unis qui ont mené les négociations aux côtés de l'Arabie saoudite se disent prêts à lancer une nouvelle médiation à condition que les belligérants se montrent sérieux. Déclaration faite par le porte-parole du département d'État américain à l'occasion du déplacement du secrétaire d'État Anthony Blinken à Oslo où se tient une réunion de l'OTAN. Malgré les conditions difficiles sur le terrain et le non-respect du cessez-le-feu par les parties prenantes au conflit, les humanitaires ont réussi à atteindre des familles désespérées et prises au piège dans l'épicentre des combats à Khartoum. Suivez le point fait ici, dans cet élément, par le directeur du programme alimentaire mondial au Soudan. Notre première distribution d'aide alimentaire à Khartoum a commencé le samedi 27 mai, où nous avons pu fournir une aide alimentaire à 15 000 Soudanais, tant dans les zones contrôlées par les forces armées soudanaises que par les forces de soutien rapide à Omdurman, qui fait partie de la zone métropolitaine de Khartoum. Fin de la subvention du carburant au Nigeria, ainsi en a décidé le nouveau président du pays, Bola Tinubu, l'a annoncé lors de son investiture. Et la décision soutenue par la compagnie nationale de pétrole provoque la panique des automobilistes dans les villes nigérianes. Mathieu Nicolas pour plus de précisions. De longues files d'attente devant les stations-service de la capitale. Mardi, les habitants d'Abuja se sont rués vers les pompes à essence au lendemain d'une annonce qui n'est pas passée inaperçue. Le nouveau président Bola Tinubu ne compte pas continuer à subventionner le carburant au Nigeria. Une sortie qui a semé un vent de panique chez les consommateurs qui craignent une augmentation importante du prix du carburant à court terme. Comme vous pouvez le voir avec ce genre de file d'attente, si elle dure jusqu'à une semaine, je suis sûr que certaines stations-service vont commencer à fermer, nous disant qu'elles n'ont pas de carburant. Ils ont vu comment le dernier régime a fait souffrir les gens. Alors je m'attends à ce qu'ils apprennent de leurs erreurs. Annoncée lors de la campagne présidentielle de Bola Tinubu, la suppression de ces subventions a pour but d'investir dans d'autres domaines. Infrastructures publiques, éducation, soins de santé ou encore emploi. Une mesure impopulaire auprès des Nigérians, mais le gouvernement justifie son choix par les sommes astronomiques dépensées dans le domaine. Les Nigérians imaginent déjà l'impact de cette annonce sur leur quotidien. L'impact immédiat sera l'inflation, surtout le transport. Notre système de transport au Nigeria est principalement par voie terrestre, donc lorsque le transport est élevé, les prix des marchandises vont grimper.
Au cours des 10 dernières années, les autorités nigérianes ont tenté de supprimer ces subventions à plusieurs reprises, en vain. Chaque fois, elles ont dû faire machine arrière face à la colère de la population, gonflée à bloc par les syndicats. À peine investi président, Bola Tinubu pourrait déjà faire face à la colère des Nigérians si cette mesure avait des répercussions sur leur quotidien. Les corps de 4 migrants repêchés et 688 autres secourus au large des côtes tunisiennes. Une attaque aérienne qui fait au moins 3 morts, dont un enfant à Kiev, et l'ex-vice-premier ministre américain, vice-président plutôt américain Mike Pence, qui se lancera officiellement la semaine prochaine dans la course à la Maison-Blanche. C'est le reste de l'actualité, commenté par Noël Ndong et monté par Michel Tran. La garde maritime tunisienne a repêché en l'espace de 3 jours 4 corps de migrants irréguliers au large de la Méditerranée. Dans la nuit de mardi à mercredi, les 4 corps de migrants ont été repêchés à Sfax, dans le sud du pays, et transférés à l'hôpital pour autopsie. Au cours de la même période, la garde maritime dit avoir intercepté 26 opérations de franchissement illégal des frontières et secouru plus de 600 migrants. La majorité sont subsahariens. Dans un communiqué, le porte-parole de la garde nationale a annoncé l'arrestation de 4 organisateurs d'opérations de migration clandestine dans les villes de Bzidla, Monastir et Bizerte. Une attaque aérienne nocturne de la Russie sur la capitale ukrainienne Kiev ce jeudi a fait au moins 3 morts, dont un enfant, et une dizaine de personnes blessées. En retour, une région russe frontalière de l'Ukraine subit actuellement des tirs ininterrompus. Selon les autorités ukrainiennes, la Russie aurait tiré des missiles de croisière et des missiles balistiques. Kiev assure avoir abattu l'ensemble des missiles et que les victimes ont été tuées par la chute des débris. Cette nouvelle offensive s'inscrit dans une série d'attaques après une semaine de frappes russes sur Kiev. Toujours dans un bombardement, les forces de Kiev indiquent la mort de 5 personnes et 19 blessés dans la ville de Lugansk. Côté russe, le gouverneur de Belgorod indique que la ville de Shebekino a fait l'objet de frappes ininterrompues de l'armée ukrainienne et déplorait 8 blessés. L'ex-vice-président américain Mike Pence devrait annoncer la semaine prochaine sa candidature à la Maison-Blanche, défiant son ancien patron Donald Trump dans des primaires républicaines de plus en plus courues. Son annonce officielle devrait intervenir mercredi 7 juin, jour de ses 64 ans. Le conservateur publiera une vidéo pour officialiser son entrée en lice, participera à un meeting dans l'Ohio et terminera la journée sur un plateau de la chaîne CNN, ont confié ses proches. Chrétien évangélique, farouche opposant à l'avortement, Mike Pence avait aidé Donald Trump à conquérir la droite religieuse en étant son colistier lors de la campagne présidentielle de 2016. Après des années de loyauté indéfectible, Mike Pence a changé de ton à cause de l'assaut contre le Capitole qui a ébranlé l'Amérique le 6 janvier 2021. Nouveau rebondissement législatif par rapport à la réforme des retraites. Les députés ont supprimé mercredi en commission l'article clé de la proposition de loi du groupe parlementaire LIOT qui visait à abroger le recul de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Une victoire d'étape pour le camp présidentiel avant l'examen du texte le 8 juin en plénière à l'Assemblée nationale. Laurent Leleu. La Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a rejeté l'article principal de la proposition du groupe LIOT visant à abroger le recul de l'âge légal de départ à la retraite. Alors, exprimé, donc tout le monde était présent, 73, pour 38, contre 34, abstention 1, et donc les amendements de suppression sont adoptés. En conséquence, l'article 1er est supprimé. Cette décision représente une victoire pour la majorité présidentielle qui a adopté une version vidée de sa substance. Ainsi, lors de l'examen en séance publique de l'Assemblée le 8 juin, le débat se concentrera uniquement sur l'article 2 qui concerne le financement du système de retraite, un choix assumé par le gouvernement.
on va arrêter les jeux de dupes. À un moment, il y a ceux qui sont pour la réforme des retraites. J'en fais partie, parce que je considère que c'était le seul levier qu'on avait pour protéger notre modèle social et nos retraites. Il y a ceux qui sont contre la réforme des retraites. Et au milieu, il y a la Constitution, il y a nos institutions, il y a notre état de droit. C'est ce qu'on a fait hier. On n'a rien truqué, on n'a pas manœuvré, on a siégé à l'Assemblée nationale, nous dans le calme, et on a voté. Les députés de l'opposition se sont montrés très mécontents de ce rejet et ont vivement dénoncé des magouilles. Ils pointent du doigt les changements de composition de la commission ainsi que le refus d'examiner de nombreux sous-amendements. Un mal pour la démocratie, selon François Ruffin. Aujourd'hui, ils font du mal au pays et ils font très profondément du mal à la démocratie. Si c'est ça la démocratie, vous croyez que les gens vont y être attachés dans la durée? Mais non, ils vont se détacher de ça. Ils font tout pour éviter un vote et toutes les combines, toutes les magouilles sont bonnes pour y parvenir. Face à cette situation, différents scénarios sont envisagés. Certains députés de l'opposition évoquent la possibilité d'une motion de censure, tandis que d'autres jugent qu'il est inutile de renverser le gouvernement pour le remplacer par un autre ayant les mêmes méthodes. Les oppositions appellent également à manifester dans la rue pour exprimer leur colère et faire pression afin d'éviter que l'article 40 soit utilisé lors du débat en séance publique le 8 juin prochain. Signature d'un accord de partenariat universitaire entre la Sorbonne Institute et l'Institut universitaire catholique Sainte-Thérèse de Yaoundé. Cette convention vise l'amélioration des formations proposées par l'INUCASTI, mais aussi son accompagnement par la Sorbonne Institute pour la mise en place d'un cycle doctoral. La cérémonie de signature qui s'est déroulée hier à l'ambassade du Cameroun à Paris est également un signe de la bonne marche de la coopération universitaire entre le Cameroun et la France. Reportage. Cette convention de coopération vient à point nommé. Quelques documents paraphés pour sceller un accord de partenariat bénéfique pour l'enseignement supérieur camerounais. Ce mercredi, à l'ambassade du Cameroun à Paris, l'Institut universitaire catholique Sainte-Thérèse de Yaoundé a franchi un pas important pour la reconnaissance à l'international de ses diplômes. Un pas de géant pour ce jeune établissement fondé seulement en 2017. Une avancée saluée par l'archevêque de Yaoundé, venu personnellement pour la signature de cet accord. Nous saluons cette convention comme étant une grande poussée vers le haut et qui, à mon humble avis, apportera beaucoup à notre pays, le Cameroun, qui regorge d'une jeunesse exubérante, une jeunesse qui cherche, qui parfois est heurtée au problème de sous-emploi, mais qui va maintenant apprendre à être des créateurs, des innovateurs et à monter des projets d'une grande ouverture internationale. Grâce à la signature de cette convention, l'INUCASTI peut bénéficier désormais de l'accompagnement de la Sorbonne Institut, un organisme français de reconnaissance de diplômes à l'international. D'abord pour la mise en place d'un cycle doctoral, ensuite pour l'amélioration de ses curricula de formation. Les diplômes qui seront communs à l'INUCASTI et à la Sorbonne seront les mêmes. Autrement dit, les standards d'obtention, les standards de connaissances, les fondamentaux nécessaires pour obtenir ces diplômes sont les mêmes que si vous les aviez passés à Paris. La manière de les soutenir, c'est-à-dire qu'il s'agisse d'un mémoire ou d'une thèse, seront de même niveau que vous le passiez à Yaoundé, à Douala ou à Paris. Les nombreux étudiants de l'UNICASTI, du sous-système francophone comme anglophone, peuvent se frotter les mains et se réjouir. Les portes de l'international leur sont dorénavant ouvertes. Dès l'année académique prochaine, l'Institut accueille ses premiers étudiants de doctorat professionnel, un diplôme inédit au Cameroun, coiffé par la Sorbonne Institut. Le cinéaste malien, lauréat du prix Carrosse d'Or 2023, après son sacre au Festival de Cannes, est de retour au Mali. Il a été accueilli à l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako par une foule de cinéastes, de proches et d'autorités maliennes. Le réalisateur du film Yélène, déjà récompensé prix du jury au Festival de Cannes en 1987, a une filmographie bien
bien rempli avec plusieurs autres distinctions, dont 2 étalons d'or de Yenenga au FESPACO. Récit d'un retour acclamé au bercail d'une fierté nationale avec notre correspondant Bouraïma Solo. Le cinéaste malien Souleymane Cissé, plusieurs fois distingué, vient d'être récompensé au Festival de Cannes, le Carrosse d'Or. Une récompense accueillie avec fierté par les Maliens qui lui ont réservé un accueil de grand jour. Souleymane Cissé dédie d'abord son prix à sa famille et ensuite à son pays, le Mali. Je remercie le Mali. C'est le Mali qui m'a donné ça et c'est le Mali qui me remet le drapeau. Je ne sais pas si la génération de cinéastes savent ce que ça veut dire, mais c'est une responsabilité très élevée. Donc, je confie à la jeunesse pour que le cinéma malien puisse démarrer, pour que le cinéma malien puisse représenter le Mali dignement. Après le Grand Prix du jury au Festival de Cannes en 1987, Souleymane Cissé confirme ainsi son statut de l'un des plus grands réalisateurs du continent. Un mérite reconnu par cet autre monument du cinéma malien. Souleymane est en train de récolter la tempête des Oscars à cause du vent qu'il a semé, le vent des œuvres inédites. C'est l'ensemble de ces œuvres qui lui autorise aujourd'hui d'avoir le Carrosse d'Or. Il a mérité depuis des mousseaux et peut-être on pourrait dire depuis 5 jours d'une vie jusqu'à Oka. Ce sont des films inédits. Si depuis 1979, Souleymane Cissé glane les distinctions sur le continent à travers les festivals, tel n'est pas le cas dans son propre pays, où certaines de ses œuvres font objet de censure, comme c'est le cas avec son dernier film Oka, d'où le cri de cœur du cinéaste à l'endroit du pouvoir public malien. Je salue la présence de ma sœur tournée dans le film Oka, qui est la seule survivante aujourd'hui. Et je demande aujourd'hui, vraiment c'est une demande, que leur thème puisse sortir Oka à cause de cette occasion. Et je serai très heureux. À noter que Souleymane Cissé est seulement le deuxième cinéaste africain à être décerné le Carrosse d'Or après le Sénégalais Sambène Ousmane. C'est ici et maintenant que prend fin votre journal. Toute l'équipe de réalisation vous remercie de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Télé Sud. Au revoir.